Tu sais que ça te fait du mal. Tu le sais au plus profond de toi, à chaque fibre de ton être. Mais quand tu essaies de t'éloigner, quelque chose en toi se brise. Quelque chose d'inexplicable te ramène. Et à chaque fois que tu reviens, une partie de toi meurt. Un peu plus. Ce n'est pas de l'amour. Et tu n'es pas faible. Ce qui te retient prisonnier a un nom. Carl Jung l'a identifié il y a plus d'un siècle. Il l'a appelé complexe autonome. Aujourd'hui, la psychologie moderne le connaît sous le nom de lien traumatique. Et c'est l'un des mécanismes les plus puissants et destructeurs qui existent dans les relations humaines. Mais il y a quelque chose que personne ne te dit sur ce lien. Quelque chose qui change complètement ta façon de le comprendre. Et quand tu le découvriras, tu auras enfin les outils pour le briser. Laisse-moi t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Parce que comprendre le mécanisme, c'est le premier pas pour te libérer. Jung a observé quelque chose de fascinant chez ses patients. Beaucoup d'entre eux étaient piégés dans des relations qui, évidemment, leur faisaient du mal. Des personnes intelligentes, compétentes, avec des ressources, mais incapables de s'éloigner de ceux qui les détruisaient émotionnellement. Il a demandé pourquoi. Et la réponse qu'il a trouvée était perturbante. Jung a découvert que dans certaines conditions, la psyché humaine forme ce qu'il a appelé un complexe autonome. Un fragment de la personnalité qui opère de manière indépendante. Qui a ses propres désirs, ses propres besoins, sa propre volonté. Et qui peut prendre le contrôle de ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Quand tu te lies traumatiquement à quelqu'un, tu ne choisis pas de rester. Le complexe choisit pour toi. Ton esprit conscient dit que tu dois partir. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui opère depuis les ombres de ton inconscient, te maintient attaché. Et voici la partie que tu dois absolument comprendre. Ce complexe ne se forme pas par accident. Il se construit à travers un processus très spécifique. Un processus qui a 4 phases clairement identifiables. Et une fois que tu les reconnais, tout commence à avoir un sens. La première phase, c'est ce que les chercheurs appellent le bombardement d'amour. Mais ne te laisse pas tromper par le nom romantique. Ça n'a rien à voir avec l'amour réel. Dans cette phase, la personne te submerge d'attention. Elle te fait sentir comme le centre de l'univers. Comme si tu avais enfin trouvé quelqu'un qui te comprend vraiment, qui voit ta véritable valeur, qui t'aime inconditionnellement. Jung dirait que dans cette phase, la personne active ton archétype de l'amant idéal, cette image parfaite que nous portons tous dans l'inconscient, du partenaire parfait, la personne qui nous complétera, qui remplira tous nos vides. Le problème, c'est que cette phase est une construction artificielle. Ce n'est pas spontané, c'est calculé. La personne observe ce qui te rend heureux, ce qui te fait sentir valorisé, et elle le reproduit de manière exagérée pour créer une dépendance. Des chercheurs de l'Université de la Sorbonne Nouvelle ont documenté en 2024 que cette phase peut durer des semaines, voire des mois. Et plus elle est intense, plus le lien traumatique postérieur sera fort. Il y a une raison neurologique à cela. Quand tu expérimentes ce bombardement d'amour, ton cerveau libère des quantités massives de dopamine, d'ocytocine et de sérotonine. Ce sont les mêmes substances chimiques qui sont libérées avec les drogues addictives. Ton cerveau devient littéralement accro à la personne. Et voici ce qui est le plus dangereux. Ces substances chimiques créent ce que les neurologues appellent des sillons neuronaux, des chemins dans ton cerveau qui associent cette personne spécifique à des sensations d'euphorie et de plénitude. Plus le bombardement est intense, plus les sillons sont profonds. Jung n'avait pas accès à cette science cérébrale, mais il a intuité le mécanisme. Il a dit que certaines expériences émotionnelles intenses laissent des marques dans la psyché qui sont presque impossibles à effacer. Il les a appelées impressions archétypiques, et il a averti que ces impressions peuvent conditionner tout notre comportement futur. Mais attends, parce que ce qui vient après, c'est là où le verré mal commence. La deuxième phase, c'est la dévaluation. Et elle arrive sans prévenir, soudain. La personne qui t'adorait commence à te critiquer, à trouver des défauts là où elle ne voyait que perfection auparavant, à s'éloigner émotionnellement, à te traiter avec froideur, voire avec mépris.
Et c'est là que ton cerveau fait quelque chose d'incroyablement dangereux. Ton cerveau se souvient de la phase précédente. Il se souvient à quel point tu te sentais bien. Il se souvient de l'amour intense, de la connexion profonde, de la sensation d'être spécial. Et il commence à chercher désespérément comment revenir à cet état. Jung l'a expliqué parfaitement. Il a dit que quand nous perdons quelque chose qui nous faisait nous sentir complets, l'inconscient entre en panique. Il active des mécanismes de survie émotionnelle et il fera tout pour récupérer ce qu'il a perdu. Cela crée un schéma dévastateur. Tu commences à croire que le problème, c'est toi. Que si seulement tu étais meilleur, plus attirant, plus complaisant, l'autre personne reviendrait à t'aimer comme au début. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien que tu puisses faire, parce que la personne ne t'a jamais aimé au départ. Elle te préparait juste pour cette phase exacte. Des études publiées en 2025 par les cahiers de psychologie clinique montrent que cette dévaluation active les mêmes zones cérébrales que le syndrome de sevrage des drogues. Littéralement, ton cerveau vit quelque chose de similaire à la dépendance. Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre qui se passe pendant cette phase. La personne qui te dévalue sait exactement ce qu'elle fait. Elle a appris pendant le bombardement d'amour quelles sont tes insécurités les plus profondes. Et maintenant, elle les utilise contre toi. Si pendant le bombardement d'amour, tu lui as confié que tu t'es toujours senti peu attirant, elle fera maintenant des commentaires sur ton apparence. Si tu lui as dit que tu crains l'abandon, elle menacera maintenant de partir constamment. Si tu as révélé que tes parents te critiquaient, elle adoptera maintenant ce même ton critique. Jung a mis en garde contre cela. Il a dit que les personnes manipulatrices ont un instinct presque surnaturel pour trouver les blessures des autres. Et une fois qu'elles les trouvent, elles les exploitent sans merci, parce qu'elles savent que les blessures ouvertes sont la meilleure façon de contrôler. Et cela nous amène à quelque chose de crucial que tu dois comprendre. La dévaluation n'est pas aléatoire. Elle est conçue spécifiquement pour détruire ton estime de toi et te rendre plus dépendant. Chaque critique, chaque mépris, chaque humiliation a un but, te faire croire que sans cette personne, tu n'es rien. Et ensuite arrive la troisième phase, la plus dangereuse de toutes. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Et c'est la raison principale pour laquelle tu n'arrives pas à partir. Le renforcement intermittent fonctionne comme ça. Après une période de froideur ou d'abus, la personne te montre soudainement de la chaleur à nouveau. Elle te donne une petite dose de ce que tu ressentais au début, un moment de tendresse, des excuses apparemment sincères, une nuit de connexion profonde. Et ton cerveau explose de dopamine. Voici le problème, quand le renforcement est imprévisible, quand on ne sait pas quand arrivera le prochain moment de répit. Le cerveau devient littéralement addict à cette attente, comme un joueur compulsif qui continue de miser, persuadé que la prochaine fois, il gagnera. Les chercheurs Dutton et Painter l'ont documenté dès 1981, et leur découverte reste d'une pertinence absolue aujourd'hui. Ils ont identifié 2 facteurs essentiels à la création d'un lien traumatique, le déséquilibre de pouvoir et l'abus intermittent. Carl Jung avait déjà pressenti cela des décennies auparavant. Il avait observé que les patients les plus difficiles à traiter étaient ceux dont l'agresseur alternait entre cruauté et tendresse. Car cette alternance créait ce qu'il appelait une scission dans la psyché. Le patient avait littéralement 2 images de la même personne, l'ange et le démon. Et il était incapable de les intégrer. Cette incapacité d'intégration, c'est ce qui vous maintient piégé. Parce que lorsque vous êtes avec l'ange, vous oubliez le démon. Et quand le démon apparaît, vous espérez désespérément le retour de l'ange. Et voici quelque chose que très peu comprennent. Le renforcement intermittent est bien plus puissant que le renforcement constant. Les psychologues l'ont démontré à maintes reprises, dans des études contrôlées. Si quelqu'un vous traitait bien tout le temps, vous vous y habitueriez. L'amour constant devient prévisible et perd en intensité émotionnelle. Mais quand l'amour arrive de façon imprévisible, après des périodes de rejet, chaque petite marque d'affection se ressent comme un oasis dans le désert. Un miracle. Votre cerveau est programmé pour valoriser davantage ce qui est rare et imprévisible. C'est un mécanisme de survie évolutif.
Mais les manipulateurs ont appris à exploiter ce mécanisme pour créer un esclavage émotionnel, une dépendance. Jung a observé ce phénomène dans des contextes très différents des relations amoureuses. Il l'a vu dans des sectes religieuses, dans des dynamiques de pouvoir politique, dans des relations entre maîtres et esclaves. Le schéma était toujours le même. Alternance entre récompense et punition, sans logique prévisible, jusqu'à ce que la victime soit complètement soumise, broyée, et finalement, la quatrième phase, le rejet, le délaissement. À un moment donné, la personne vous rejette, vous abandonne, parfois de façon brutale, parfois de façon progressive, mais toujours d'une manière qui vous laisse dévasté et profondément confus. Et c'est ici que le cycle devient véritablement diabolique. Parce qu'après le rejet, il y a souvent un retour. La personne revient vous chercher. Et tout le cycle recommence. Bombardement d'amour, dévalorisation, renforcement intermittent, rejet, encore et encore, sans fin. Chaque cycle affaiblit davantage votre sens de l'identité. Chaque cycle approfondit encore le complexe autonome. Chaque cycle vous rend plus dépendant et moins capable de partir, de vous échapper. Et il y a quelque chose de particulièrement cruel dans cette quatrième phase. Le rejet n'est presque jamais définitif. La personne vous abandonne, mais laisse la porte entrebâillée. Elle vous dit des choses comme « peut-être un jour » ou « j'ai besoin de temps » ou « peut-être quand tu seras différent ». Ces phrases ambiguës sont intentionnelles. Elles sont conçues pour vous maintenir en suspens, pour que vous ne puissiez pas clore le chapitre et aller de l'avant, pour que vous continuiez à attendre, à être disponible, à rester attaché à ce. Carl Jung identifiait ce phénomène comme ce qu'il appelait l'hameçon inconscient. La personne plante un hameçon dans votre psyché et ne le lâche plus. Elle peut s'éloigner autant qu'elle le souhaite, mais le fil continue de les relier. Et à n'importe quel moment, elle peut tirer sur ce fil et vous ramener en arrière, vous reprendre. Les victimes de liens traumatiques décrivent souvent le sentiment d'être des marionnettes, comme si quelqu'un d'autre tenait les ficelles de leur vie. Et, dans un certain sens, c'est exactement ce qui se passe. Le complexe autonome répond à ces ficelles, pas à votre volonté consciente. Jung avait une phrase dévastatrice pour décrire cela. Il disait que, tant que l'inconscient ne deviendra pas conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Les personnes prises au piège dans des liens traumatiques ont souvent l'impression que c'est leur destin de souffrir, qu'elles méritent ce traitement, que c'est la seule chose qu'elles connaissent. Mais ce n'est pas le destin. C'est un mécanisme psychologique qui peut être compris et désactivé, détruit. Maintenant, comprendre tout cela est important, mais ce n'est pas suffisant pour vous libérer. Vous avez besoin de savoir comment rompre le lien. Et Carl Jung, ainsi que la recherche moderne, nous donne 5 étapes concrètes, absolument essentielles. La première étape est ce que Jung appelait « rendre conscient l'inconscient ». Cela signifie reconnaître que vous êtes dans un lien traumatique, ne pas le minimiser, ne pas le justifier, ne pas dire que c'est peut-être de l'amour difficile, ou que toutes les relations ont des problèmes. Vous devez nommer ce qui se passe. Dire à voix haute « Ceci est un lien traumatique. Cette personne me fait du mal, et je suis pris au piège dans un schéma qui me détruit. » Cette première étape est incroyablement difficile, parce que le complexe autonome vous protège de cette vérité. Il vous fait rationaliser, il vous fait minimiser, il vous fait croire que la prochaine fois sera différente, une vie meilleure. Mais tant que vous ne briserez pas ce bouclier de déni, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas guérir. La deuxième étape est identifier votre blessure primaire. Jung a découvert que les liens traumatiques activent presque toujours des blessures de l'enfance. Ce n'est pas une coïncidence si la personne qui vous fait du mal ressemble d'une certaine manière à des figures de votre passé, des échos du passé. Les chercheurs appellent cela la répétition compulsive. Votre inconscient vous ramène encore et encore vers des situations similaires à celles qui vous ont blessé à l'origine. Pas parce que vous êtes masochiste, mais parce que votre psyché essaie de guérir la blessure originale,
de la résoudre. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas guérir une blessure en répétant le même trauma. Vous ne pouvez que l'approfondir, la rendre pire. Alors, vous devez vous demander à quelle figure de mon enfance ressemble cette personne. Quel schéma suis-je en train de répéter? Quelle blessure originale est en train d'être activée? Lorsque vous identifiez la blessure primaire, le lien commence à perdre son pouvoir, parce que vous ne réagissez plus à la personne réelle. Vous réagissez à un fantôme du passé, et les fantômes peuvent être affrontés, détruits. Jung a développé un exercice spécifique pour cela. Il l'appelait le dialogue avec l'ombre. Il consiste à visualiser la personne qui vous blesse et à lui demander directement « Quelle partie de mon enfance êtes-vous en train d'activer ?» Même si cela semble étrange. De nombreux patients de Jung rapportaient des révélations profondes en faisant cet exercice. Par exemple, une femme a découvert que son partenaire abusif activait exactement les mêmes sentiments que son père absent. Un homme a compris que sa petite amie manipulatrice reproduisait le schéma de sa mère contrôlante. Dans les deux cas, une fois qu'ils ont vu la connexion, le pouvoir du lien a diminué dramatiquement, d'une manière incroyable. Parce que l'inconscient perd de sa force lorsqu'il est éclairé par la conscience. Jung disait que ce que nous n'amenons pas à la conscience apparaît dans notre vie comme destin. Mais ce que nous amenons à la conscience se transforme en choix. La troisième étape est rompre le contact et le maintenir. Cela semble simple, mais c'est extrêmement difficile. Parce que votre cerveau, addict au renforcement intermittent, va constamment vous saboter, vous faire reculer. Vous allez ressentir un besoin presque physique de contacter cette personne. Vous allez penser qu'un seul appel, un seul message, une seule rencontre ne fera pas de mal. Mais chaque contact relance le cycle. Chaque petite dose de cette personne réactive le complexe autonome. Une étude de 2024 de l'Institut de la famille révèle qu'il faut environ 90 jours de contact zéro pour que le cerveau commence à se rééquilibrer. 90 jours sans voir, sans parler, sans vérifier les réseaux sociaux, sans poser de questions à des amis communs. C'est dur, mais c'est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas vous désintoxiquer tout en continuant à consommer la drogue. La quatrième étape est réintégrer les parties scindées. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le lien traumatique crée une scission dans la psyché? Vous avez deux images de la personne, l'ange et le démon. Et vous ne parvenez pas à les intégrer. Carl Jung a développé une technique pour cela. Il l'a appelée l'intégration de l'ombre. Elle consiste à accepter que les deux images soient réelles, que la personne soit capable d'être tendre, et aussi d'être cruelle, et que vous n'avez pas à choisir quelle est la vraie. Quand vous intégrez les deux images, quelque chose de magique se produit. L'ange perd son pouvoir d'attraction, parce que vous ne pouvez plus le voir sans voir aussi le démon. Et le démon perd son pouvoir de surprise, parce que vous savez déjà qu'il sera toujours là. Cette intégration est libératrice. Finalement, vous pouvez voir la personne telle qu'elle est réellement, pas comme votre inconscient veut qu'elle soit. Et la cinquième étape est reconstruire votre sens de l'identité. Les liens traumatiques érodent qui vous êtes. Après des années dans ce schéma, beaucoup de personnes ne savent plus qui elles sont en dehors de la relation. Elles ne se souviennent plus de ce qu'elles aimaient, de ce dont elles rêvaient, de ce qui les rendait heureuses. Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie du dessein de l'abus. Moins vous savez qui vous êtes, plus vous dépendez de l'autre personne pour vous définir, plus vous vous sentez vide à l'intérieur, plus vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous remplisse. Jung appelait cela la perte du moi. Il disait que c'est l'un des états psychologiques les plus dangereux qui existent, parce qu'une personne sans sens de l'identité est complètement vulnérable à la manipulation. C'est comme une maison sans mur. N'importe qui peut entrer. La bonne nouvelle, c'est que le moi ne se détruit pas réellement. Il se cache seulement. Il est enfoui sous des couches de trauma, d'adaptation, de survie. Mais il est toujours là, et il peut être récupéré. Jung disait que ce processus de reconstruction est en réalité un processus d'individuation, de devenir qui vous êtes vraiment. Pas qui l'abuseur voulait que vous soyez.
Pas qui votre enfance vous a conditionné à être, mais votre véritable moi. Ce processus prend du temps. Il demande de la patience. Il demande de vous pardonner d'avoir été piégé. Et il requiert, et surtout, la décision consciente de ne plus jamais entrer dans des schémas similaires. Maintenant, il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose que Jung comprenait profondément, mais dont on parle rarement. Les liens traumatiques ne sont pas seulement romantiques. Ils peuvent se produire avec des membres de la famille, avec des amis, avec des patrons, avec n'importe quelle personne qui a du pouvoir sur vous et qui utilise ce schéma d'alternance entre cruauté et affection. Beaucoup de personnes sont piégées dans des liens traumatiques avec leurs parents, d'autres avec leurs frères et sœurs, d'autres avec des amis d'enfance qu'elles n'ont jamais dépassés. Et la dynamique est exactement la même. Bombardement d'amour quand ils ont besoin de vous, d'évaluation quand ce n'est pas le cas, renforcement intermittent pour vous maintenir proche, rejet quand vous ne leur servez plus. Si vous reconnaissez ce schéma dans n'importe quelle relation de votre vie, les 5 mêmes étapes s'appliquent. Rendre conscient, identifier la blessure, rompre le contact ou établir des limites fermes, intégrer les images scindées, reconstruire votre identité. Et voici quelque chose que Jung a particulièrement souligné au sujet des liens traumatiques familiaux. Ils sont les plus difficiles à rompre, parce que la société nous dit que la famille est sacrée, que nous devons pardonner et maintenir le contact quoi qu'il arrive. Mais Jung était très clair à ce sujet. Il a dit que l'amour qui blesse n'est pas de l'amour, c'est autre chose déguisé en amour. Et maintenir des liens qui vous détruisent n'est pas de la loyauté familiale, c'est de l'autodestruction, parfois. L'étape la plus courageuse et la plus saine que vous puissiez franchir est d'établir des limites fermes avec les membres de la famille toxique, ou même de couper le contact si nécessaire. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne qui, finalement, se choisit elle-même. Jung a travaillé avec beaucoup de patients qui étaient piégés dans des liens traumatiques avec leurs parents. Et dans chaque cas, la guérison n'a commencé que lorsque le patient s'est donné la permission de faire passer son bien-être en premier, avant les attentes familiales, avant le qu'en dira-t-on, avant la culpabilité imposée. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important avant de terminer. Si vous êtes dans un lien traumatique en ce moment même, probablement qu'une partie de vous résiste à tout ce que je viens de dire. Probablement que vous pensez que votre cas est différent, que la personne vous aime vraiment à sa manière, que vous pouvez la changer, que cette fois, ce sera différent. C'est le complexe autonome qui parle, c'est l'addiction qui se protège. C'est exactement ce contre quoi Jung a mis en garde, lorsqu'il a dit que l'inconscient dirige votre vie, jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Vous n'êtes pas faible d'être piégé. Le lien traumatique peut piéger n'importe qui. Des personnes intelligentes, qui réussissent, fortes. Ils ne discriminent pas. Mais vous avez un choix. Vous pouvez continuer dans le cycle, en espérant que la prochaine fois sera différente. Ou vous pouvez commencer, aujourd'hui, le processus de libération. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Rompre un lien traumatique fait mal, parfois plus que de rester. Mais c'est une douleur qui mène à la guérison. Pas une douleur qui vous détruit lentement, la douleur de rester. Est comme une blessure qui ne se referme jamais. La douleur de partir est comme une opération chirurgicale, intense, mais temporaire. Et de l'autre côté, il y a la vie. Laissez-moi vous raconter quelque chose que Jung a observé chez ses patients qui ont réussi à rompre les liens traumatiques. Presque tous ont décrit une expérience similaire. Ils disaient qu'au début, s'éloigner, c'était comme mourir, comme s'ils perdaient une partie essentielle d'eux-mêmes. Mais avec le temps, quelque chose changeait. Ils commençaient à se réveiller, à ressentir des émotions qu'ils avaient oubliées, à avoir leurs propres pensées au lieu de réaction à l'abuseur, à se regarder dans le miroir et à reconnaître la personne qu'ils voyaient. L'un de ses patients l'a décrit ainsi. Il a dit que pendant des années, il avait vécu en noir et blanc. Et quand il a finalement rompu le lien, les couleurs ont commencé à revenir. D'abord lentement, presque imperceptiblement, mais ensuite avec plus d'intensité.
Jusqu'à ce qu'un jour, ils se rendent compte qu'ils pouvaient ressentir de la joie sans qu'elle soit immédiatement suivie par la peur. C'est ce qui vous attend de l'autre côté du lien traumatique. Pas seulement l'absence de douleur, mais la présence de la vie. Une vie qui est la vôtre, qui n'est pas définie par les montagnes russes émotionnelles d'une autre personne, qui ne dépend pas de miettes d'affection entre des périodes de cruauté. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, est le but le plus important de l'existence humaine. Et pour beaucoup, ce but ne devient possible que lorsqu'ils brisent les chaînes qui les attachent à des personnes toxiques. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose sur votre propre situation, je vous demande de bien vouloir soutenir ce contenu grâce au Super Thanks. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous croyez que ce type d'information mérite d'exister, que des vérités difficiles doivent être dites, votre soutien me permet de continuer. Chaque Super Thanks est un signe qu'il y a un public pour un contenu qui aide vraiment, que tout ne doit pas être superficiel, qu'il y a des personnes qui cherchent des réponses réelles à des problèmes réels. Et maintenant, je veux vous entendre, dans les commentaires. Racontez-moi laquelle des 4 phases vous reconnaissez le plus dans votre expérience. Quelle est celle qui vous piège le plus? Ou si vous avez déjà réussi à vous en sortir. Quelle est l'étape la plus difficile pour vous? Votre histoire peut aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Parfois, savoir que vous n'êtes pas seul est le premier pas vers la libération. Rappelez-vous ce que Jung a enseigné. Le lien traumatique n'est pas votre destin. C'est un mécanisme. Et les mécanismes peuvent être compris, désactivés et surmontés. Vous méritez des relations où l'amour ne vient pas mélanger à la douleur, où vous n'avez pas à gagner ce qui devrait être donné librement, où vous pouvez être vous-même sans crainte d'être dévalorisé ou rejeté. Cet avenir existe, et il commence lorsque vous décidez que le cycle se termine avec vous. Voilà ce que Jung voulait vraiment que vous compreniez. Vous n'êtes pas prisonnier de votre inconscient, vous êtes son gardien. Et lorsque vous prenez les rênes, lorsque vous rendez conscient ce qui était dans l'ombre, vous reprenez le pouvoir sur votre propre vie. Le lien peut se rompre, la blessure peut guérir, et vous pouvez être libre. Jung a passé toute sa vie à étudier comment les êtres humains peuvent se libérer des schémas qui les emprisonnent. Et sa conclusion a toujours été la même. La libération commence avec la conscience. Elle commence lorsque vous regardez en face ce qui vous retient prisonnier et que vous décidez que vous ne lui appartenez plus. Le lien traumatique veut vous faire croire que vous êtes faible, que vous ne pouvez pas survivre sans l'autre personne, que la douleur est votre destin. Mais rien de tout cela n'est vrai. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et vous méritez plus que ce que l'on vous a donné. Aujourd'hui peut être le jour où tout change. Le jour où vous décidez que le cycle se termine avec vous. Maintenant, vous le savez.